Bonjour à tous et bienvenue pour ces 45 minutes d'échange durant lesquelles nous allons vous donner des indicateurs sur le marché de l'emploi, mais pas que. Nous allons aussi rentrer dans le vif du sujet avec une restitution des résultats du baromètre Célescope Cadre Emploi qui s'intéresse aux intentions de recrutement, les méthodes de recrutement et les types de profils recherchés entre autres. Et avec nous pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau en présentiel Damien Leblond, fondateur associé de Célescope. Comment allez-vous, Damien ? Ça va très bien, Eve. Merci de votre accueil. Et effectivement, ça fait du bien de se voir en présentiel. Ça fait du bien, vous avez totalement raison. Il y aura aussi Julien Breuil, directeur des études Cadre Emploi, qui interviendra pour nous exposer les précieux chiffres et données de cette étude. Bonjour Julien. Bonjour Eve. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, je suis pas très loin, mais je suis quand même un petit peu en distanciel. Mais il n'est pas très loin, Julien. Alors, pour commencer, Damien, juste, quel est l'objectif de ce baromètre aujourd'hui ? Alors, dans les faits, il est né du constat qu'on fait que nos clients nous interrogent très régulièrement sur le marché. Et puis, on trouve beaucoup de données sur le marché de l'emploi cadre au sens un peu large. Et souvent, ils ont des questions un peu plus précises sur les canaux de recrutement, par quel canal on peut faire, sur les profils des gens recrutés, sur les erreurs de recrutement. Et c'est trois sujets qui nous semblaient intéressants de traiter. Et donc, on a échangé là-dessus avec Julien et puis les équipes de Cadre Emploi, puis avec l'IFOP, et on a décidé de faire ce baromètre pour traiter un peu plus finement ces questions d'emploi cadre. Et vous avez raison, et tout au long de ce webinaire, nous allons comprendre au fur et à mesure pourquoi il était important de faire ce baromètre. Et tout de suite, je vais donner la parole à Julien Breuil, justement, qui va commencer à nous donner des chiffres et à nous présenter tout ça. Alors effectivement, là on va voir donc toutes les données marché. Vous savez que quand on fait un baromètre, le premier élément qu'on essaye d'analyser, c'est qu'est-ce qui se passe sur ce marché, parce que forcément le comportement, que ce soit effectivement des dirigeants, d'ailleurs qu'on a interrogé dans le cadre de ce baromètre, ou potentiellement de candidats, il va forcément être influencé par les principales évolutions du marché. Donc dans un premier temps, c'est un peu ces principales données, notamment sur le marché cadre que je vais vous présenter, et puis on rentrera dans un deuxième temps sur les résultats plus spécifiquement du baromètre, au travers de, j'allais dire, trois grandes parties: les intentions, quelles sont les méthodes utilisées et quels sont les profils qui sont recherchés. Donc si on rentre dans le détail effectivement juste après sur les données marché qu'on va voir, on va s'apercevoir qu'effectivement le marché du recrutement, notamment pour les cadres, parce qu'on parle des cadres, est un marché qui repart. Il y a une dynamique qui est plutôt positive, puisqu'on voit que pour 2021, on attend à peu près 247 000 recrutements de cadres. Alors certes, on n'est pas au record de 2019, ça on s'en doutait, mais si vous regardez, vous allez vous apercevoir qu'on est à peu près dans les mêmes volumes de recrutement qu'en 2017, 2017 étant plutôt une année qui était quand même plutôt bonne sur ce marché. Vous noterez également, et je pense que c'est important, que si on regarde le volume de recrutement en 2020, qui était quand même une année marquée, même si la crise sanitaire est toujours présente, par effectivement une crise, un contexte économique vraiment difficile. Vous voyez que même en 2020, le volume de recrutement était beaucoup plus élevé que lors de la précédente crise en 2009, parce que je rappelle qu'on était pratiquement tombé à 143 000. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit effectivement le nombre de recrutements, quels sont les profils? Je vais quand même donner quelques petits indices. Quels sont les profils qui vont être recrutés? Quelle répartition géographique? Globalement, ces 247 000 recrutements, ils vont à 50% être recrutés en Île-de-France. Bon, alors certains verront le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. Est-ce que les recrutements sont plus régionaux ou plus en Île-de-France? Bon voilà, on est à moitié-moitié. Ce sont plutôt des recrutements qui auront lieu dans les services, à 70%, principalement dans les activités informatiques et télécoms. 3 fonctions pèsent à peu près 50% des recrutements. Il s'agit bien sûr encore des fonctions informatiques, commerciales et études et R&D. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les profils qui seront recherchés par année d'expérience. Majoritairement, ça va être des profils plutôt entre 1 et 10 ans d'expérience. Alors vous me direz, 1 et 10 ans d'expérience, c'est assez large. Mais en tout cas, la dynamique, elle est plutôt portée vers ces profils-là, plutôt que vers les profils encore un peu plus expérimentés. Et il y a un signal de ce marché qui est plutôt positif, c'est que les recrutements de jeunes diplômés, en tout cas moins de 1 an d'expérience, repartent également à la hausse. On atteint à peu près 40 000 recrutements sur les jeunes diplômés, ce qui était un peu plus de mémoire, plus 10 ou plus 13%. Donc ça, c'est un premier indicateur qui est positif. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé, en tout cas, ou ce qui était prévu sur le premier trimestre? Parce que là, on est sur une vision annuelle. Sur le premier trimestre, on s'aperçoit que globalement, ce sont plutôt, il y a à peu près 12% des entreprises qui vont être amenées à recruter un cadre, avec une répartition qui est spécifique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a énormément de grandes entreprises qui vont recruter. Ça ne veut pas dire, attention, que le volume des recrutements
sera plus important dans les grandes entreprises que dans les plus petites structures, PME, ETI ou TPE. C'est d'ailleurs en général sur le marché global, ce n'est pas la réalité. La réalité du marché global, même hors cadre, c'est qu'il y a un volume de recrutement qui est plus important dans les PME et ETI que dans les grands groupes, mais en proportion, la proportion des grandes entreprises à potentiellement recruter un cadre, elle est bien sûr assez élevée. Et de manière sectorielle, vous voyez très bien que dans un premier temps, ce sont plutôt les services à valeur ajoutée, là où il y a, j'allais dire, un besoin, une création de valeur naturelle qui repartent de manière un peu plus forte, sachant que effectivement, ce sont plutôt ces entreprises-là qui vont être les premières à recruter. Enfin, vous le savez que le recrutement, il s'appuie bien évidemment sur des indicateurs de confiance. Un peu comme la bourse, si les entreprises ont confiance dans le contexte économique, elles seront plus enclins à recruter. Et ça, c'est un peu le dernier slide que je voulais vous présenter sur cette partie d'indicateurs. On voit que globalement, il y a un niveau de confiance dans l'activité qui repart. Naturellement, les grandes entreprises, étant plus structurées, ont une vision, j'allais dire, un peu plus en amont de la manière dont ça allait repartir. On le voit, leur indice de confiance, leur niveau de confiance sur l'activité est reparti de manière un peu plus forte. Et là, il a tendance à se stabiliser sur mars. Les PME ont suivi un peu la même tendance avec un niveau de confiance un peu moins élevé. Et là, on s'aperçoit que maintenant, plus spécifiquement sur les plus petites structures, on voit que le niveau de confiance repart. Donc, quelle que soit la typologie de l'entreprise, on voit effectivement un niveau de confiance qui repart et donc qui est en étroite corrélation avec les perspectives de recrutement qu'on voit. Alors, il ne faut pas non plus être dithyrambique, il y a encore une reprise qui est fragile, mais en tout cas, les indicateurs et les fondamentaux sont là par rapport à une première reprise de marché sur les cadres. Eh bien, merci beaucoup Julien pour ces indicateurs. Alors Damien, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que vient de dire Julien? On peut dire ce que veut dire Julien. Non, je partage déjà, quand on voit le premier graphique que Julien nous a montré sur l'évolution année après année du recrutement des cadres, on voit que même s'il y a eu des hauts et des bas qui sont très liés à la conjoncture, la tendance est quand même à la hausse puisqu'on passe de, voilà, ce graphique, il y a quelques années on était à moins de 150 000 et aujourd'hui on est à plus de 240 000. Donc on voit bien que tendanciellement il y a une vraie tendance à la hausse. Effectivement, on voit, nous, sur le terrain, que la confiance revient petit à petit et qu'il y a de plus en plus de recrutement, de cadres. C'est le sujet sur lequel on est, nous. Ce qu'on attend de savoir, c'est que c'est plutôt des remplacements aujourd'hui que des créations de postes. C'est des statistiques qui ne sont pas là, mais un feeling, un sentiment, c'est que c'est plus des remplacements que des créations de postes. Et puis, ce qu'on peut voir aussi sur ce graphique, c'est le turnover. Et on voit qu'en 2020, le turnover a diminué parce que les gens, c'était pas facile de mettre le nez dehors. Et en 2021, à l'inverse, je ne serais pas surpris que le turnover reprenne et assez fortement. Et donc il y a du turnover un peu subi par les entreprises, parce que les gens ont envie d'autre chose, se posent des questions, se remettent en question ou se remettent en cause. Et donc nous, ce qu'on voit, c'est dans un certain nombre de clients qui nous appellent, sur le côté, il faut remplacer des gens, et il y a du turnover qui s'est mis en place. Donc je pense que c'est un peu et quand il y a du turnover comme ça, c'est aussi un signe de reprise en général. Et donc c'est plutôt des signes positifs, effectivement. Donc ce signe positif, vous, sur le terrain, qui êtes sur le terrain, Oui. Vous l'avez senti déjà, vous l'avez déjà On sent, alors, janvier, février était tiède, j'allais dire, et puis à partir de mars, on l'a tous senti, et quand je discute avec des collègues qui sont dans d'autres cabinets de recrutement, ils nous l'expriment aussi. Donc il y a vraiment, mars, avril, mai, une vraie dynamique de reprise. Le mois de juin est traditionnellement un mois qui est assez fort, et cette année, on ne va pas couper à ça. Donc oui, on sent qu'il y a effectivement une vraie reprise de l'activité, une vraie attente. Et puis on est sur un marché, nous, où il y a deux parties dans ce marché. Il y a les entreprises qui recrutent et il y a les candidats. Et donc on voit là aussi des comportements qui évoluent entre il y a 2 ans, il y a 6 mois et aujourd'hui. À la fois des comportements des entreprises et des candidats. Et donc c'est intéressant à regarder aussi, parce que ça demande une certaine forme d'adaptation un peu au quotidien. Je ne sais pas si Julien le sent aussi dans les études. Mais... Julien, il le sent aussi. Julien, il a un bon feeling. Ouais, tu le sens, Julien, ou pas? Non, mais je le sens. Non, effectivement, une rencontre, c'est basé entre une entreprise et un candidat. Et c'est certain que les attentes des candidats, alors là, on en parlera un peu moins parce qu'on est effectivement dans une étude qui est plus orientée vers les dirigeants. Les attentes candidats, en 2-3 ans, elles ont fortement évolué. Bien sûr, on a beaucoup parlé du télétravail, ça c'est un premier sujet dans les attentes. On a beaucoup parlé aussi, et on continue, du bien-être en entreprise. Ce qu'on a pu mesurer dans différentes études, c'est que les cadres, notamment, ont eu le temps, quelque part, de se poser beaucoup de questions par rapport à ce qu'ils attendaient de l'entreprise, par rapport au sens qu'ils donnaient de leur activité, et en même temps, j'allais dire, l'orientation qu'ils voulaient donner à leur carrière. Donc forcément, les attentes, elles ont bougé, et effectivement, la rencontre entre l'entreprise et le candidat, elle sera forcément différente de celle qu'on a pu connaître. Maintenant, c'est vrai que
je rejoins Damien quand il dit il y aura une reprise du turnover, mais on le verra tout à l'heure, il y a toujours une difficulté pour aller trouver le bon candidat, soit pour des questions j'allais dire, pénuriques tout simplement. Il manque de candidats, parfois il manque de compétences, et puis il y a un petit sujet, c'est que il va falloir maintenant renforcer l'attractivité potentiellement des entreprises pour aller décider les candidats à bouger dans un contexte qui repart, mais qui n'est pas encore effectivement égal aux meilleures années. Donc l'exemple, bien sûr, c'est 2019. Alors oui, tout ce qui est candidat, profil, méthode de recrutement, on y reviendra, hein, parce que sans les candidats, eh bien, les entreprises, elles ne sont rien, tout simplement. Mais là, maintenant, on va s'intéresser aux intentions d'embauche. Alors, malgré un contexte difficile, on sait que globalement, les recrutements reprennent au sein des entreprises. Julien, est-ce que vous avez mesuré les intentions d'embauche des recruteurs sur ce baromètre ? Exactement, Eve, tout à fait, puisque en fait, lorsqu'on parle de baromètre, l'objectif, c'est de pouvoir mesurer dans le temps, et effectivement, comme le disait Damien tout à l'heure lors du premier graphique, de pouvoir mesurer en fonction de la conjoncture économique s'il y a une évolution positive, négative ou une stagnation. Donc là, on l'a mesuré, c'est une première fois. On l'a mesuré auprès de 400 dirigeants. Donc effectivement, pour avoir un échantillon qui est robuste et effectivement de manière fine, de manière assez récente, puisque vous le voyez, l'étude a été menée effectivement entre mai et juin. Les résultats, donc, ils sont issus de ces 400 dirigeants. Ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'effectivement, les indicateurs sont bons. 35% des entreprises vont être amenées à recruter. Alors, je pense que c'est sur le slide d'après. Donc, ça, c'est un point qui est positif et prévoit même une augmentation des effectifs. Alors, je fais un petit abus de langage parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on augmente ou on maintient ses effectifs. Dans ces deux cas, on va recruter. Mais ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, point très positif, ils vont augmenter les effectifs, 35%. Et si on a une vision un peu plus neutre, à minima, les effectifs vont rester constants. Donc, c'est un slide qui est résolument optimiste, puisqu'en fait, la réduction des effectifs ne pèse que pour 1%. Le seul élément, et Damien l'a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'effectivement, parce qu'on maintient ces effectifs, on crée de nouveaux postes. Il y a bien sûr du remplacement, et il peut aussi y avoir, par ailleurs, à la fois des licenciements et en même temps de nouveaux postes. C'est une autre manière de voir, puisqu'on sait que de nombreuses entreprises sont engagées dans une certaine transformation. On peut très bien avoir, effectivement, dans certains cas, certains corps de métier qui effectivement disparaissent et d'autres qui sont remplacés pour envisager une transformation. Mais en tout cas, par rapport à l'effectif, on reste sur un effectif à minima constant, en tout cas pour 64%. Donc, c'est, j'allais dire, le seul bémol qu'on pourrait apporter sur ce slide, mais globalement, clairement, ce slide conforte les premiers éléments, j'allais dire, un peu macroéconomiques qu'on a pu avoir, tant sur le recrutement que le niveau de confiance des différentes entreprises. Alors Damien, Julien vient nous annoncer que 35% des décideurs RH déclarent augmenter leurs effectifs. Est-ce que c'est du positif ? Ça veut dire du positif pour la suite. Vous, au sein de votre cabinet, comment vous percevez ça ? Comment vous avez pu le constater ? Sur ces 3 chiffres, moi, celui qui m'interpelle le plus positivement, finalement, c'est le 1%. On reviendra après sur les 35%, mais le 1%, je le trouve très significatif. 1% qui dit j'ai la perspective de réduire mes effectifs, c'est peu, et je suis heureux de voir ce chiffre. Et effectivement, 35%, c'est de l'augmentation d'effectifs. Je partage assez avec Julien sa vision, c'est-à-dire que l'augmentation d'effectifs, c'est soit pour être plus offensif sur un marché, soit pour développer de nouveaux produits. Enfin, il y a vraiment des transformations qui se passent aujourd'hui dans les entreprises. Nous, on voit aussi des dirigeants qui mettent en œuvre des projets qu'ils avaient dans les cartons, qu'ils hésitaient à sortir, qu'ils disaient, bon, là, ils y vont parce qu'il y a une forme d'énergie qui revient. Et donc, effectivement, même quand c'est resté à effectif constant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de recrutement, parce que souvent, ça veut quand même dire gérer un turnover. Encore une fois, turnover qu'on va subir ou qu'on va choisir, parce qu'il y a des transformations qui se font. On parle beaucoup de digitalisation, mais nous, on a aussi vu beaucoup de clients qui devenaient plus offensifs commercialement. Et on retrouve là les 3-4 grandes fonctions qui sont plutôt recrutées, qui sont la fonction commerciale, la fonction informatique et la fonction R&D dont parlait Julien tout à l'heure. Et nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a plus aussi de turnover au sein des comités de direction. Et donc, il y a aussi là des remplacements au sein des comités de direction, de DAF, de directeurs commerciaux, etc. Enfin, en tous les cas, des gens qui sont proches des dirigeants. Et là encore, souvent, c'est resté à effectif constant, mais c'est faire évoluer un projet d'entreprise, conduire un projet de transformation.
Et donc c'est vraiment une réalité. Et moi j'étais positivement surpris à la fois par le 35%, mais aussi par le 1%. Ah, vous étiez quand même surpris de votre côté alors. Oui, mais dans le bon sens, ça valide ce qu'on ressent. C'est positif, c'est que du positif. Justement, Julien, on va maintenant s'intéresser aux méthodes de recrutement. L'avenir de la relation avec le candidat. En termes de méthode de recrutement, Julien, est-ce que les entreprises vont continuer à recruter à distance après la crise sanitaire? Alors là, on a vu quelque chose de plutôt positif, là, plutôt good vibes. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ces différents sujets? Bien sûr. Alors sur les méthodes de recrutement, on le sait, hein, les méthodes de recrutement, elles ont été clairement chamboulées, forcément avec le contexte sanitaire, avec des recrutements qui ont été dans un premier temps menés en distanciel, puis après dans un mode hybride, et pourquoi pas maintenant uniquement, j'allais dire, en présentiel. Bon, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on pose la question j'allais dire, aux dirigeants qui ont prévu de recruter, en tout cas d'avoir un effectif qui est plus important, donc ces fameux 35%, on s'aperçoit que majoritairement, ils veulent revenir en présentiel, puisque 73% d'entre eux déclarent vouloir revenir sur ce mode-là. Ce que ça sous-entend, c'est qu'effectivement, le recrutement, ça reste, on l'a dit tout à l'heure, une rencontre entre un candidat et une entreprise, potentiellement entre un candidat et un manager. Les deux personnes vont passer énormément de temps ensemble. Donc effectivement, et on le verra tout à l'heure, c'est certes effectivement un besoin sur une compétence fonctionnelle, technique, mais c'est aussi une question humaine de savoir si on est capable de travailler ces fameux soft skills, ce fameux, j'allais dire, savoir-être. Donc effectivement, peut-être que rien ne remplace, en tout cas c'est perçu comme tel par les dirigeants, cette rencontre physique, humaine qui permet de mesurer cela. Ceci étant, et là c'est le propre des études, on peut quand même regarder que le mode hybride se développe, alors peut-être pas autant qu'aujourd'hui ce qui se passe dans les entreprises, notamment au niveau du télétravail, mais néanmoins il y a quand même 25% des dirigeants qui vont mettre en place un système hybride. Alors, certains trouveront que peut-être 25% c'est peu. Moi j'aurais tendance à dire que si on se repositionnait quelques mois en avance, c'est-à-dire avant mars 2020, qui aurait pensé qu'effectivement on mènerait ces recrutements de manière hybride avec des premiers entretiens qui se fonctionnent de manière distancielle et puis après potentiellement en rendez-vous physique. Je pense que ça peut offrir une certaine flexibilité et que potentiellement ça peut remplacer aussi les premiers entretiens ou la première sélection téléphonique. Après ça reste à mesurer en fonction des entreprises, hein. Je ne vais pas forcément faire donner une réalité exacte, mais en tout cas on voit bien que ce chiffre il a sans doute énormément progressé et c'est une évolution majeure. Sans aucune surprise, ce sont plutôt les entreprises du secteur des services qui sont prêts à effectivement mettre en place ce système hybride de recrutement à la fois distanciel et à la fois présentiel. Donc voilà, plutôt un retour au présentiel, mais une évolution de ce modèle distanciel qui nous amène vers un modèle hybride, un peu à l'instar du télétravail, mais pas dans la même ampleur. Très bien, Julien. Alors, Damien, la crise sanitaire, elle nous a tous forcés à repenser les choses, hein, présentiel, distanciel. Vous-même, vous nous faites le plaisir d'être en présentiel aujourd'hui, ce qui fait que Julien est coincé de l'autre côté en distanciel. Alors, on va sur le marché de l'emploi aussi, c'est pareil, présentiel, distanciel, les méthodes de recrutement vont changer. Quel est l'avenir de ces méthodes de recrutement au niveau présentiel, distanciel? Vous êtes déjà venu en parler sur RH Power. Ouais. Aujourd'hui, qu'en est-il? Je pense qu'il faut être réaliste, c'est-à-dire, c'est un peu ce que disait Julien, un recrutement, c'est une rencontre entre une entreprise et un candidat, mais c'est surtout une rencontre entre des êtres humains, entre deux personnes, un manager et une personne qui va rejoindre son équipe, etc. Et donc, ces rencontres physiques favorisent la connaissance réciproque, la confiance aussi. Alors, on est passé d'un monde où, avant la crise, c'était l'exception de faire un entretien en vidéo, et c'était plutôt... il ne veut pas venir, il est un peu embêtant, c'est un peu comme ça que c'était pris en général. Ou il est à l'étranger. Où il est à l'étranger, où il est loin, c'est dommage qu'on ne le voit pas, etc. Donc il y avait un côté comme ça. On est passé à un mode 100% en visio. Moi j'ai des clients qui, même sur des postes à sa responsabilité, ont fait des processus 100% en visio, donc ils ont signé un contrat avec quelqu'un qu'ils n'avaient pas rencontré physiquement. Mais c'était pas, il y avait une forme de frein, hein. Beaucoup de gens attendaient le déconfinement pour finir les process de recrutement, c'est plutôt ça qui s'est passé. Et quand on regarde aujourd'hui, je pense qu'il faut être réaliste. On ne peut plus se dire on fera tous les processus 100% en présentiel. Mais je pense que la réalité, c'est qu'on ne fera pas non plus tous les processus 100% en visio. Et donc, si je prends par exemple chez Célescope, un processus de recrutement, on le maîtrise dans le temps. Généralement, on voit les candidats 2 à 3 fois en entretien, sur différents niveaux d'entretien.
Eh ben, aujourd'hui, on s'autorise, on est d'accord et on apprécie de pouvoir faire un certain nombre de ces entretiens en visio, mais on s'interdit d'aller au bout d'un recrutement sans avoir rencontré la personne au moins une fois physiquement. Donc c'est une règle qui a changé parce que c'était pas du tout comme ça avant. Et je pense qu'un peu partout c'est ça changera. Et je pense aux générations qui viennent derrière, qui à l'inverse ne comprendront pas de se déplacer 3 fois pour un recrutement. Donc je pense que des générations qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail ne comprendront pas qu'on les fasse venir 3 fois alors qu'ils peuvent le faire en visio, comme ils le font avec leurs amis, comme ils le font pour plein de choses. Maintenant, vous noterez qu'ils sont contents de reprendre l'apéro avec leurs copains, ils sont contents de retourner en boîte de nuit le 9 juillet, etc. Donc je pense qu'ils seront aussi contents dans ces processus de rencontrer les gens physiquement, parce qu'encore une fois, la confiance, elle se crée dans les interactions, elle se crée dans le face-à-face, dans les gestes, dans plein de choses qu'on ne peut pas complètement voir en visio. Alors, c'est marrant, j'ai eu une discussion pas plus tard qu'hier avec une personne du cabinet qui est d'une génération un peu plus jeune que moi, et qui me disait, mais en vidéo, on enlève beaucoup de biais aussi. Donc vous voyez, il y a plein d'avantages et d'inconvénients, mais je pense que le mode hybride sera, si on verra dans le baromètre, on le suivra, on verra, mais je ne serais pas surpris que le mode hybride gagne un peu, dans le sens, les gens feront le choix pour certains types d'entretiens d'être à distance et pour d'autres d'être en présentiel. Et je pense que c'est bien. Oui, le côté humain, garder le côté garder humain. Le côté humain, garder le côté humain. Comme Julien qui n'est pas en présentiel avec nous. On l'a vu avant. D'accord, avec le côté hybride, Julien, il faut garder ce côté. Oui, je pense qu'il y a un développement et je rejoins totalement Damien sur le fait que on le voit bien dans les entreprises, il y a une évolution alors qui est liée bien sûr aux générations. Et aujourd'hui, dans un contexte où potentiellement on voit qu'il y a des difficultés de recrutement pour trouver le bon profil, faire venir un candidat 3, 4 fois, ça me semble être effectivement compliqué et c'était des questions qu'on se posait pas forcément il y a 5-10 ans. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a eu une évolution et je pense qu'on le verra au travers de ce baromètre. Il y aura forcément effectivement un mode hybride qui sera un peu plus développé. Et si on creuse d'un point de vue sociologique, il y aura peut-être une attente un peu plus forte, notamment du point de vue des profils, j'allais dire, un peu plus jeunes. Alors pour les instituts, c'est moins de 35 ans, qui seront plus en attente de ce modèle-là que d'un modèle 100% présentiel pour mener les entretiens. Et pour savoir que faire et ce qu'attendent les candidats ou pas, il faut forcément que les entreprises se tournent vers des cabinets de recrutement. Ils en ont besoin normalement pour savoir les chiffres, pour savoir se situer sur le marché. On va s'intéresser du coup à la vision des entreprises sur les cabinets de recrutement, votre domaine justement en tant que fondateur associé de Célescope. Julien, pour poursuivre sur le baromètre, quelle est cette vision des entreprises sur les cabinets de recrutement aujourd'hui? Est-ce que les entreprises y font appel ou pas? Et pour quelles raisons? Bien sûr. Alors, je vais vous présenter effectivement 3 slides. D'abord, effectivement, est-ce qu'ils les utilisent ou pas? Pourquoi ils les utilisent? Et puis pour ceux, j'allais dire, pour Damien, malheureusement, qui ne les utilisent pas, quelles en sont les raisons? Si on regarde effectivement la part des recrutements, on s'aperçoit que globalement, vous avez à peu près 25% des entreprises qui vont utiliser un cabinet de recrutement. Ce chiffre, dans le temps, il varie à peu près entre un recrutement sur 4 et un recrutement sur 3, c'est-à-dire que c'est la proportion effectivement d'entreprises qui vont utiliser un cabinet de recrutement. Vous noterez d'ailleurs, si on regarde effectivement la proportion, que c'est à peu près ceux qui l'ont utilisé, ceux qui l'utilisent ou qui seraient intéressés, et ceux potentiellement qui l'ont déjà utilisé mais qui aujourd'hui ne le feraient pas. Alors on peut supposer qu'effectivement en fonction du contexte qu'on connaît aujourd'hui et de la difficulté que peuvent avoir les entreprises pour aller attirer certains profils, le recours au cabinet de recrutement va être un peu plus important parce que forcément quand on a des difficultés, soit pour trouver une compétence, soit parce qu'il y a des pénuries sur certains types de profils, soit parce qu'effectivement il va falloir aller les inciter, forcément on va faire appel à un cabinet de recrutement parce que c'est son métier pour aller trouver le bon profil. Donc on va regarder d'ailleurs juste après effectivement quelles sont les raisons qui poussent une entreprise à aller utiliser un cabinet. Parce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, et là il y a un plébiscite, globalement, c'est leur capacité à bien sourcer. C'est-à-dire qu'effectivement, on est vraiment dans l'ADN même du cabinet de recrutement, c'est-à-dire la capacité à aller chercher, à utiliser le bon canal pour trouver les bons candidats qui vont répondre aux besoins de l'entreprise. Après, effectivement, il y a une question sur la personnalité. Donc, on voit que, un item sur la personnalité, c'est-à-dire que globalement, on voit bien qu'il y a certes une problématique de compétences techniques, mais pas uniquement. Il y a une question aussi, effectivement, on le verra tout à l'heure, notamment sur le savoir-être, les soft skills. Et effectivement, c'est aussi une des capacités des cabinets de recrutement à aller bien mesurer ensuite la personnalité du candidat et de voir si ce candidat peut
effectivement s'adapter, entre guillemets, à l'entreprise et potentiellement à la culture de l'entreprise. Et puis enfin, il y a un dernier élément, 20%, qui est effectivement cette capacité à aller mener les entretiens, puisque ça fait partie, encore une fois, j'allais dire, du triptyque gagnant du cabinet de recrutement: trouver, sélectionner et effectivement, j'allais dire, potentiellement identifier ces candidats, ces typologies de candidats. Si on repose la question de manière un peu différente, et là qu'on interroge plutôt les cabinets de recrutement qui, pour le coup, ne feraient pas appel, les entreprises qui ne feraient pas appel au cabinet de recrutement, on a, j'allais dire, un triptyque gagnant ou un triptyque perdant, selon comment on le prend, puisqu'effectivement, ce sont des entreprises qui ne font pas appel à des cabinets de recrutement. Bon, il y a un premier élément, alors je vais pas les citer dans l'ordre, mais il y a un premier élément qui est effectivement la notion de tarif. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas un critère sur lequel il faut porter une attention particulière. Il est important, mais si vous posez une question aux entreprises qui, quoi qu'il advienne, font appel à un intermédiaire, vous allez toujours avoir forcément cette question du prix. Si vous posez la question aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, on considérera aussi qu'un agent immobilier potentiellement est trop cher par rapport à ce qu'il a comme, j'allais dire, comme utilité ou fonction. Donc cette notion du prix, elle est toujours à analyser de plusieurs manières et de toute façon, quoi qu'il advienne, elle sera toujours présente. Donc là, j'attire quand même votre attention sur ce sujet-là. Le deuxième élément, effectivement, c'est la question de l'internalisation. Si une entreprise est effectivement structurée pour pouvoir gérer ce recrutement, elle va gérer cette ressource en interne. Et puis, il y a un troisième élément qui est effectivement le fait de considérer que le cabinet de recrutement n'est pas suffisamment spécialisé par rapport à l'activité ou par rapport au métier. Sur cet item-là, moi, je dirais qu'il y a peut-être deux éléments qu'on peut rajouter. C'est que le premier élément, ça pose une question effectivement potentiellement sur la marque employeur des cabinets de recrutement. C'est un sujet qu'on avait pu parfois, j'allais dire, aborder. C'est-à-dire que parfois aussi, il peut y avoir une méconnaissance des entreprises sur, j'allais dire, le domaine d'activité plus spécifique, ou en tout cas les métiers sur lesquels les cabinets de recrutement sont positionnés. C'est quelque chose qui existe, plus à destination des candidats, mais qui peut exister à destination des entreprises. Et puis le deuxième élément, c'est que, c'est juste pour ajouter un tout petit bémol, oui, le marché du recrutement, notamment cadre, il est parfois sectorisé, c'est-à-dire qu'on a tendance à recruter un profil qui vient du même secteur, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des compétences qui peuvent provenir d'autres secteurs, et globalement, il y a quand même une certaine ouverture. Aujourd'hui, si vous regardez des profils du digital, toutes les entreprises, forcément, accélèrent leur transformation et c'est pas forcément au sein de votre même secteur que vous allez trouver le bon candidat. Donc, j'attire quand même votre attention sur, enfin, en tout cas, sur ce petit bémol. Oui, c'est une contrainte, mais qui peut être évolutive parce qu'effectivement, par rapport à certains types de profils, c'est parfois bien, effectivement, d'aller chercher des profils qui, justement, ne sont pas dans le même secteur d'activité que votre entreprise. Voilà sur cet usage des cabinets de recrutement par les entreprises et les raisons qui les amènent ou pas à les utiliser. Damien, quand on regarde un petit peu la tendance présentée par Julien, on voit que les entreprises qui utilisent les cabinets de recrutement, en général, ils recherchent l'expertise, ils recherchent le sourcing, etc. Vous avez une attention particulière sur la notion d'évaluation de personnalité, c'est ça. Et en ce qui concerne ceux qui n'utilisent pas les cabinets de recrutement, bon, est-ce que les chiffres vous surprennent un peu? Est-ce que surtout les motifs vous les trouvez légitimes? On va revenir dessus, j'aime pas ce dernier slide. J'imagine. Mais là, c'est épidermique, c'est pas grave. Non, d'abord, sur la proportion des entreprises qui font appel à des cabinets, comme le disait très bien Julien, c'est un chiffre qui est à peu près stable, entre un quart et un tiers, et c'est tout ça depuis des années. C'est un chiffre qui est assez différent dans les pays anglo-saxons, où il est beaucoup plus élevé et le marché est structuré différemment, avec une plus forte présence des intermédiaires. Et maintenant, donc, quand on regarde les attentes, il y avait deux points majeurs dans les attentes. Il y avait le troisième qui est un peu mineur, qui est la capacité à gérer les entretiens, mais le premier, qui est très fortement mis en avant, c'est la capacité à générer des candidatures, capacité de sourcing. Et le deuxième, c'est la personnalité. Le premier point, on peut être interpellé par ce point. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des moyens pour trouver des candidats, ils sont accessibles à tout le monde. Si je suis une entreprise, je peux aller sur Cadre Emploi, avoir un accès à la base de données Cadre Emploi, passer une annonce, je peux aller sur les réseaux sociaux, je peux aller être en contact avec des écoles, etc. Donc, sur le papier, on pourrait se dire, tout le monde y a accès. D'ailleurs, certains clients nous disent, à quoi vous servez? Moi, j'y ai accès, je le fais déjà. Mais force est de constater qu'on sert quand même à quelque chose et que la profession a un savoir-faire que les autres n'ont pas, qui est de transformer
ce profil, ce candidat potentiel en véritable candidat, c'est-à-dire l'embarquer dans un processus de recrutement. Parce que ce n'est pas parce que j'ai identifié quelqu'un sur les réseaux sociaux ou dans la base de données cadre emploi qu'il est candidat pour mon poste et qu'il a envie de venir chez moi. Et donc je pense là, il y a cette vraie capacité des cabinets, à la fois par un savoir-faire et aussi par les bases de données qu'on a en interne, etc., pour générer des candidatures. Et ça reste un point important. Et c'est vraiment le premier point, hein, je pense que c'est ce qui a été mis en avant par les entreprises, cette capacité à générer des candidatures. Alors c'est vrai à la fois sur des métiers pénuriques, et c'est aussi vrai parfois sur des métiers moins pénuriques, mais sur lesquels l'entreprise a moins d'habitude, quelque part. Et le deuxième point, c'est la capacité à apporter un éclairage un peu plus fort sur la personnalité. Et là, je dirais que beaucoup de monde en parle, mais tout le monde n'est pas outillé, tout le monde n'a pas la posture d'évaluateur. Ce qui est une posture un peu différente que la posture de fournisseur de CV. C'est un peu deux services différents. Je fournis un CV ou j'évalue. Chez Célescope, on fait les deux. On a la prétention à la fois de trouver les CV, mais surtout d'évaluer. Et donc, effectivement, c'est une question de posture, c'est une question d'investissement en temps et en argent, parce qu'il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des consultants qu'il faut former. Mais effectivement, c'est une vraie attente des entreprises, et en particulier des PME et des ETI, qui ont souvent des fonctions RH qui sont moins fortes que dans des très grands groupes. Et dans des très grands groupes, on va retrouver des gens qui peuvent avoir cette fonction et cette capacité d'évaluation. Nous, on l'offre aussi à des PME et des ETI. Et d'ailleurs, dans notre activité, on a 20% de notre activité, entre 15 et 20% selon les années, qui est de l'évaluation interne. On va évaluer des collaborateurs qui sont déjà en poste dans l'entreprise, soit à l'échelle d'un individu, soit à l'échelle d'une équipe, une équipe commerciale par exemple, on va évaluer l'ensemble des commerciaux, ou un comité de direction. Et donc on a vraiment ce savoir-faire de l'évaluation qu'on amène à nos clients, en plus de la capacité à générer des candidatures, qui reste le premier point. On ne peut pas évaluer si on n'a pas de candidat, donc ça reste un point important. Et là encore, mais je pense que Julien suit ça attentivement, peut-être même mieux que moi, en 10 ou 15 ans, il y a eu des changements incroyables dans la façon de générer des candidatures et dans les attentes, là encore, des candidats. Dans les attentes qu'ils ont de fluidité, dans les attentes qu'ils ont d'être sollicités plus que de solliciter eux-mêmes les entreprises. Donc là, il y a plein de changements qui sont passés, il y en aura encore en cours et il y en a encore. Et donc là, c'est là, je pense, où les cabinets ont aussi un savoir-faire, c'est de pratiquer ça au quotidien. Si on prend Célescope, on gère plusieurs centaines de milliers de candidatures par an, donc effectivement, on a un certain savoir-faire là-dedans. Vous en avez dû voir passer des profils et des personnalités. On en voit, c'est ça qui est génial. Pas mal. C'est ça qui est bien. Sur ce plateau aussi. Ouais. Alors, en ce qui concerne les types de profils recherchés, Julien, succès vs erreur de recrutement, hein, ça va avec. On arrive à la dernière partie de cette étude. Julien, on entend parfois parler d'erreur de casting quand on parle de recrutement. Est-ce que tu peux nous préciser justement quelle est la part de recrutement considérée comme un succès ou un échec par les dirigeants ayant répondu à ton baromètre, à ce baromètre. À ce baromètre, oui, tout à fait. Non, c'est une question intéressante et vous allez voir, c'est une question qui, j'allais dire, qui amène à l'humilité quelque part, parce qu'effectivement, et qui montre que le recrutement est une science alors inexacte, complexe, en tout cas, qui nécessite effectivement d'avoir des experts pour être accompagné. Alors vous allez voir le chiffre, parce que je fais un peu de teasing, un peu long, mais vous allez le voir à travers ces résultats-là. En fait, globalement, vous avez 15% des dirigeants qui déclarent que moins de 50% des recrutements ont été un succès. Ensuite, vous en avez 46% entre 50 et 75, et puis vous en avez 39% qui déclarent que plus de 75% des recrutements ont été des succès. Alors, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. 39% des dirigeants qui estiment que plus de 75% des recrutements ont été des succès. Je vais le prendre à l'inverse. Ça veut dire que 61% des entreprises déclarent qu'un recrutement sur 4 a été un échec. Ça veut dire qu'effectivement, c'est pas aussi simple que ça. Alors, il y a parfois des hasards dans les statistiques, mais je rappelle qu'effectivement, au niveau du marché des cadres, qui est un marché où effectivement il y a aussi des managers, on s'aperçoit que dans une équipe, et en général les équipes sont plutôt de 4 ou 5 personnes, c'est plutôt souvent du management de proximité, un recrutement ou en tout cas un candidat sur 4 déclare s'ennuyer ou en tout cas ne pas être motivé dans son entreprise. Et on peut à ce niveau-là, alors pas forcément parler d'erreur de casting, mais en tout cas d'une rencontre qui en tout cas n'est pas optimale. Donc effectivement il y a ce rapport de, j'allais dire, un recrutement sur 4, on le voit, qui effectivement pose question. Alors pour X raisons, on peut en parler effectivement juste sur le slide d'après, et ce qui s'explique tout simplement parce que, alors
là, c'est une question qui a été posée aux dirigeants. Alors, forcément, le regard des dirigeants, il va être un tout petit peu différent du regard des candidats. Le regard des dirigeants, c'est que on va avoir effectivement le fait que ça correspond pas forcément à... Il y a eu un manque de motivation, un manque d'engagement. Il y a un côté un peu paradoxal, et c'est le deuxième item, c'est le manque de compétences métiers. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien qu'il y a une volonté des entreprises d'aller de plus en plus, et des dirigeants d'aller de plus en plus vers un mix entre certes la compétence technique et certes la compétence du savoir-être. Mais effectivement, l'une des raisons de l'échec potentiellement, elle est plutôt sur la question du métier. Et puis, il y a effectivement la question de l'ADN de l'entreprise. Alors, il est intéressant de noter, et là on parle des cabinets de recrutement, que souvent, lorsqu'on se penche vers des profils qui sont effectivement très expérimentés ou à des postes à forte valeur ajoutée, je pense des profils de dirigeants, la raison de l'échec, elle est parfois sur justement la culture et le manque effectivement de rencontre entre la personnalité et la culture de l'entreprise, où l'ADN, c'est une spécificité notamment sur les profils de dirigeants. Encore une fois, et là c'est juste pour apporter un bémol, il s'agit de la vision des entreprises, la vision des candidats, elle est parfois un tout petit peu différente, et elle est plutôt effectivement sur le fait de se dire qu'aujourd'hui, tel que le process s'est passé, ça ne correspond pas exactement à ce qui a été vendu aux candidats. Donc il y a aussi ce côté-là, c'est juste pour remettre en perspective effectivement ces résultats par rapport à une perception qui forcément est un peu différente si on avait analysé effectivement des candidats. Alors vous, Damien, vous faites passer pas moins de 2500 évaluations par an de cadres, donc c'est énorme, et vous considérez pas comme un cabinet de recrutement, plus comme des évaluateurs qu'un cabinet de recrutement. Ouais. Donc, en tant que dirigeant d'un cabinet de recrutement, en tant qu'évaluateur, est-ce que vous avez des conseils à donner pour éviter un petit peu ces erreurs de casting? Et aussi, que penser de ces résultats? Il parlait d'humilité des entreprises, Julien. Est-ce qu'il y a vraiment une humilité? On ne s'est pas coordonné avec Julien, et pourtant, c'est le mot que j'avais marqué aussi, humilité. Donc, vous voyez, je m'étais dit, il y a un nombre d'erreurs important, parce que 61% des gens disent on fait plus d'une erreur sur 4, quoi, hein, c'est ça, si je lis bien les chiffres. Et donc effectivement, je rejoins Julien sur l'aspect, d'un côté, humilité des dirigeants, qui disent c'est pas un truc simple, et puis de l'autre côté, la complexité du métier, parce que c'est une science molle, quelque part. Hein, donc on a beau mettre les outils qu'on veut, les méthodos, etc., il y a un moment, ça le fait ou ça le fait pas. Et donc, moi, ce que je vois, c'est surtout le coût d'une erreur de recrutement. Il y a un coût en espèces sonnantes et trébuchantes parce que j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, parce que les résultats ne sont pas là, etc. Puis il y a aussi un coût pour l'équipe, pour les gens qui sont autour. Donc il y a vraiment, nous on le voit, un échec de recrutement a toujours un coût. Il ne faut pas le négliger. Parfois ça se compte en dizaines de milliers d'euros, voire plus. Donc c'est vraiment important. Il n'y a pas que l'aspect salarial, il y a tous les impacts que ça peut avoir, les effets de bord, j'allais dire. Ce qu'on remarque, et c'est les slides d'après je crois, ce qu'on remarque c'est que mais ça on l'a toujours vu, toujours entendu, on va recruter quelqu'un parce qu'on est rassuré, parce qu'on est en confiance, parce qu'il a une telle formation, il a telle expérience, il était chez un concurrent ou autre, et quand on s'en sépare, c'est parce qu'il n'était pas motivé, il n'avait pas le bon comportement, au final il n'avait pas la bonne personnalité. Et ça c'est du quotidien. Encore hier j'ai rencontré un dirigeant on parlait des échecs de recrutement chez lui, il me disait il ne comprend pas le métier, il n'était pas motivé, etc. Et donc effectivement, dans tous nos processus, nous, on essaie d'encapsuler, on encapsule une phase d'évaluation, et c'est important. Maintenant, c'est pas parfait, c'est une science molle, donc on fait des erreurs, bien sûr. Mais à chaque fois, quand on parle de manque d'implication et de volume de travail, qui est le premier critère, ça revient à la motivation. La réalité, c'est que tout le monde peut être motivé. Oui. Tout le monde peut être motivé. Par contre, il faut être dans un environnement qui utilise les mêmes leviers de motivation que ceux qui sont les miens. Donc s'il n'y a pas adéquation entre ce que je suis fondamentalement en tant que collaborateur, ce dont j'ai envie, la façon dont j'ai envie qu'on me manage, la façon dont j'ai envie qu'on me traite, la façon dont j'ai envie de parler à mes clients, etc., si ça ne correspond pas à ça, je ne vais pas être motivé. Et d'où l'importance en amont de bien comprendre l'environnement dans lequel on va recruter, l'ADN, hein, voilà, l'inéquation de l'ADN, ça revient à ça aussi. Donc bien comprendre ça pour mettre en adéquation un individu, ce qu'il est fondamentalement, on ne va pas le changer avec ce qu'est l'entreprise. Et là où on fait des raccourcis, où on se trompe souvent, c'est qu'on va résumer ce qu'il est à sa formation et son expérience. C'est un peu triste de résumer des gens, des individus, des êtres humains, à juste une formation et une expérience. On est riche de plein d'autres choses. Et on voit que quand on fait des erreurs de recrutement, c'est souvent qu'on s'est limité à ça. Ou, comme disait Julien, on a présenté l'entreprise non pas telle qu'elle est, mais telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et le candidat, il voit derrière que c'est pas ce qu'on lui a vendu et il ne va pas rester. Donc moi j'ai vraiment la conviction que tout le monde peut être motivé, encore faut-il créer l'environnement ou avoir un environnement adapté à la personne.
Et on ne va pas changer l'entreprise pour la personne, je ne suis pas en train de dire ça. Par contre, entre plusieurs personnes, faire le choix de celle qui est la plus en adéquation avec ce qu'est l'entreprise, aujourd'hui en plus. Ce n'est pas ce qu'elle était hier, ce n'est pas ce qu'elle sera demain, ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que ce qu'elle était il y a 3 ans, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'on peut offrir à l'autre. Et je pense qu'il y a vraiment... et là-dessus, je pense que les candidats sont plus exigeants qu'auparavant. Et quel que soit leur niveau d'expérience. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants sur le message qu'on va leur délivrer et sur la réalité de ce message derrière. Et si ils arrivent quelque part et que ça ne correspond pas à ce qu'on leur avait vendu, ils ne restent pas. Je pense que c'est une réalité aussi. Je ne sais pas si Julien, tu le perçois dans les études que vous faites, mais je pense que là, le niveau d'attente, il est monté d'un cran. Je crois que le mot exigeant est exactement le mot à utiliser, parce qu'effectivement, dans une des dernières études qu'on a pu mener avec Cadre Emploi, je crois qu'il y a plus d'un cadre sur 2 qui déclarait être, à l'issue de cette crise sanitaire, qui se déclarait être plus exigeant, ou en tout cas qui allait être plus exigeant vis-à-vis de l'entreprise. Alors après, il y avait plein de raisons qui expliquaient cette exigence, mais en tout cas, c'est le mot qui ressortait, donc je te rejoins totalement. Voilà, c'est exactement le bon mot par rapport à ça. Il y a des attentes fortes qui se sont créées. En fait, quand on entend exigeant et candidat, on a du mal à y croire. Est-ce que quand on est candidat aujourd'hui et qu'on recherche un emploi, qu'on n'a pas le choix, est-ce qu'on peut se permettre d'être exigeant en fait? Alors, c'est une très bonne question, Ève. C'est-à-dire, il y a que des cas particuliers, j'allais dire. C'est-à-dire, si je suis en Île-de-France dans l'informatique, j'ai tout le poids et j'ai beaucoup de poids. Et là, je peux être plus exigeant parce que je suis très demandé, je suis très sollicité, etc. Si je ne veux pas citer de région parce que sinon on va m'accuser de... Si je suis ailleurs en France, dans une région qui est moins forte en emploi, que je suis sur une fonction qui est plus commune, où il y a moins d'expertise, etc., je vais peut-être avoir, dans un bassin d'emploi qui est plus faible, je vais être moins sollicité et donc je vais avoir plus de difficultés à être exigeant effectivement. Mais là, c'est toujours lié à un secteur d'activité, une fonction, une région, etc. Donc il n'y a pas de vérité. Mais on disait tout à l'heure, l'emploi en Île-de-France est 50%. Des emplois cadres en France. Je pense que si on prend les autres grandes métropoles, elles ont les mêmes problématiques que l'Île-de-France, et du coup on doit arriver à, je ne sais pas quel pourcentage, mais un pourcentage très important de l'emploi cadre en France. Et donc aujourd'hui, quand on est cadre, et même quand on est jeune diplômé maintenant, on entendait tout à l'heure que ça reprend pour les jeunes diplômés, on a quand même le choix en général, quoi. Alors, il va toujours trouver des exceptions, hein, et c'est très triste pour ceux qui n'ont pas ce choix. Et je suis conscient qu'il y en a, mais la majorité des gens sont quand même dans une position plus forte côté candidat aujourd'hui que côté entreprise. C'est ça la réalité. Enfin, c'est ma perception en tous les cas. Je ne sais pas si c'est une réalité, c'est ma perception. Oui, donc ça... Julien ? Je rejoins Damien. Non, mais je rejoins Damien. C'est vrai qu'on le dit souvent. Il n'y a pas un marché de l'emploi. Il y a plusieurs marchés de l'emploi. Et en fonction de votre métier, de votre expérience, là où vous êtes, forcément, ça a ses propres difficultés. On a souvent donné cet exemple-là. Si vous êtes dans les médias, c'est certain que c'est plus simple de retrouver dans les médias quand vous êtes en Île-de-France que si vous êtes dans une autre région, parce que majoritairement, il y a plus de médias en Île-de-France. La particularité des régions, on le dit souvent, c'est que les régions sont fortement polarisées autour des métropoles et que souvent, elles sont aussi fortement polarisées sur quelques secteurs d'activité, là où effectivement, en l'occurrence dans la région Île-de-France, vous avez une pluralité qui est un peu différente. Donc voilà, c'est forcément lié à une réalité économique de la région concernée, mais de manière générale, effectivement, il y a quand même une difficulté, on le sait, pour les entreprises d'aller trouver le bon candidat. Alors justement, quel profil recherchent les entreprises aujourd'hui, Julien? Est-ce qu'ils recherchent plutôt des clones ou des profils atypiques qui peuvent changer un petit peu? Alors, il y a, on l'a dit, hein, ça fait effectivement l'objet un peu de toute ce webinaire, on l'a dit en filigrane. Bon, il y a des difficultés de recrutement. 46% des recrutements sont considérés comme difficiles. C'est un chiffre qui est fort. C'est un chiffre qui se renforce sur certaines fonctions, notamment les activités informatiques et télécom. Ça s'explique soit par, on l'a dit encore plusieurs fois, mais de manque de compétences, des pénuries sur certains types de profils, notamment sur la R&D par exemple. Et donc forcément, ça nécessite pour les entreprises parfois d'aller essayer de se rassurer. Alors comment les entreprises opèrent? Alors ce qui est intéressant, on va le voir juste après, c'est que est-ce qu'elles recrutent des clones ou est-ce qu'elles n'en recrutent pas? Effectivement, on voit que c'est très partagé, puisque de mémoire, 51% vont plutôt recruter sur les mêmes profils, 49% vont essayer d'avoir un profil un peu différent. Et lorsqu'on leur pose aussi la question de savoir si elles vont plutôt s'appuyer vers des compétences fonctionnelles ou est-ce qu'elles vont plutôt aller voir
un candidat qui a une personnalité et qui a un potentiel, elles iraient plutôt vers le potentiel. Alors, je trouve que ce graphique-là, il est très intéressant. Ça renvoie aussi à la notion de recrutement et cette notion, j'allais dire, d'incertitude, parce que si on regarde ce slide, il est à la fois contradictoire par rapport au slide qu'on avait pu voir précédemment, c'est-à-dire que les entreprises, enfin en tout cas les dirigeants, vont plutôt privilégier un potentiel, mais en même temps, on voit qu'une des parties de l'échec, souvent, c'est effectivement pour eux le fait d'avoir une moindre compétence métier ou fonctionnelle. Et dans le même temps, on voit même sur ce même graphique-là, c'est qu'ils vont privilégier effectivement un potentiel, mais pour se rassurer quelque part, ils vont avoir tendance à aller rechercher un profil clone, même si, il faut l'admettre, là pour le coup, on est au coude à coude parce qu'on est à 51-49. Je pense que il aurait été intéressant, mais on n'a pas effectivement, puisque c'est la première fois qu'on le mène et qu'on le lance, il aurait été intéressant de voir effectivement l'évolution de la typologie des profils recherchés par les entreprises dans le temps. C'est ce qu'on va faire à partir de maintenant, mais il est possible qu'effectivement ces critères-là et notamment ces chiffres-là évoluent assez fortement. Très bien, merci Julien. Damien, comment expliquer pourquoi selon vous, il y a des entreprises qui préfèrent des clones et d'autres le contraire? Je ne sais pas s'il y a une explication, on va tenter d'en trouver une, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait une en fait. D'abord, je voulais revenir sur le mot atypique, parce qu'on l'a employé, je ne sais plus trop par là, quelque part, ou on l'a dit en tous les cas. Moi, je suis toujours surpris. Déjà, je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être atypique? Oui, aussi. Pourquoi je me pose cette question? Parce que on voit très régulièrement des gens, on rencontre des gens qui se disent atypiques alors qu'ils ont un parcours plutôt commun, et ça n'a rien de péjoratif, hein, un parcours commun, une école qui est connue ou pas d'ailleurs, mais enfin voilà. Bref, ils ont un parcours qui est très lisible. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que les plus atypiques qui avaient vraiment des parcours hors normes, souvent ne le mettaient pas en avant et ne se revendiquaient pas comme atypiques. Mais non, ils ont peur. Donc, je ne sais pas si c'est une peur ou pas, mais bon, bref, en tous les cas, donc, quand on parle d'atypisme, je pense que pour beaucoup, c'est à opposer à clone. Dans le sens clone, c'est je recrute des gens qui sont identiques à ceux que j'ai déjà dans mon équipe, ou je recrute des gens qui dénotent par rapport à ça. Ils peuvent dénoter pour plein de raisons, hein, d'âge, de formation, d'expérience, bon, peu importe. Et si je reviens au profil recherché, je pense qu'il n'y a pas une règle établie. D'ailleurs, on le voit, hein, 51-49, c'est qu'il n'y a pas vraiment une règle établie. Et je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Alors, je vais essayer de faire avec un exemple. Si je suis dirigeant d'une entreprise qui a 10 commerciaux et j'en recrute un 11e, j'ai un cas dans lequel je peux être un métier fait de performance individuelle. C'est-à-dire tous mes commerciaux ont un secteur géographique attribué, chacun travaille les uns à côté des autres, et là j'ai un choix à faire. Est-ce que mon 11e est conforme aux autres parce que je fais le même métier sur un nouveau secteur mais il n'y a rien à changer, ou parce que je change de produit, parce que je change de typologie de client, parce que je fais un changement, je veux ajouter quelqu'un qui soit différent des autres. En un sens, soit je veux faire grandir mon équipe en nombre, je rajoute des gens, soit je veux l'enrichir de quelqu'un de différent. Et selon la réponse à ça, est-ce que c'est le même projet ou est-ce que c'est de nouveaux clients, etc. Il va falloir que je cherche soit un profil clone, entre guillemets, soit un profil atypique. Par contre, si je prends un profil atypique, que c'est le seul dans l'équipe sur 11 à avoir ce profil, etc., ça va être un enjeu managérial assez fort. Et si je prends un autre cas où j'ai toujours mes 10 commerciaux, je veux en rajouter un, et je suis sur un métier qui n'a pas une vente qui est très individualisée, mais une vente plus complexe où les gens travaillent en équipe, ils sont à plusieurs commerciaux sur les mêmes affaires, etc., se posera la question, là, pour le coup, de est-ce que je veux quelqu'un qui dénote ou pas, sachant que toutes les études le montrent, et depuis toujours, et il y en a eu fait dans tous les sens, sur le fait que la diversité apportait quelque chose de plus quand il s'agit de travailler à plusieurs, quand il s'agit de décider, d'innover ou autre. La diversité de genre, la diversité d'origine, la diversité de tout ce qu'on peut imaginer, d'âge, de formation, etc. Et donc, voilà, tout ça pour dire quoi? Et je rejoins le 49-51, je pense que c'est une vraie question à se poser en amont, que le raccourci, c'est souvent, d'ailleurs les clients nous disent parfois, je veux le même que l'année dernière, vous m'avez recruté quelqu'un de bien l'année dernière, je veux à nouveau, et moi la première question, j'ai dit, attendez, c'est pour faire quoi? Vous allez où avec votre entreprise aujourd'hui? Et je pense qu'il faut toujours revenir à ça, et que effectivement, je partage ça, parfois on recrute des gens qui sont, entre guillemets, à l'identique de ceux qui sont déjà là, même s'ils vont avoir leur personnalité, mais qui sont très proches, et parfois, il y a une forme de disruption, et on va recruter des gens qui sont assez différents de ceux qui sont là. Mais c'est un risque, c'est plus difficile à manager, c'est plus difficile à trouver aussi, parce que exprimer à quelqu'un, vous allez être le seul au sein du village gaulois, vous allez être un peu différent des autres. Voilà, donc tout ça est important, mais je pense que c'est générateur de valeur de se poser la question en amont avec le client. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait ce qu'on fait au quotidien, de se poser ces questions avec les clients.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Eve. Si, mais moi j'en ai une autre Ah bon? chez Célescope. Oui. Moi je veux rentrer chez Célescope demain, Oui. après-demain. Oui. Vous êtes plutôt clone ou atypique? C'est une bonne question. Je ne vais pas citer de nom parce que sinon je vais en oublier, ça va vexer certains. Chez nous, il y a un ancien militaire, il y a un ancien prêtre, il y a un ancien sportif de haut niveau. Après, il y a des gens un peu normaux qui ont travaillé en entreprise, qui ont eu des rôles de dirigeants. Il y a des gens qui ont fait ce métier depuis toujours. Il y a des gens de différents genres, et pas que des... Voilà, enfin, tous les genres, toutes les couleurs, enfin, il y a un peu de tout, voilà. Et c'est ça qui fait la richesse de Célescope. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, que parfois on a des débats un peu animés, qu'on n'est pas toujours d'accord, mais ça c'est bien. Ah, vu qu'il y a un ancien sportif de haut niveau, les débats ouais. doivent être très animés, surtout en ce moment. Oui, c'est ça, voilà. Donc moi je retiens qu'il y a un ancien prêtre quand même chez Célescope, c'est voilà. très très fort. Je ne sais pas ce qu'en pense Julien, mais moi je pense que c'est très très fort. On n'en a pas encore, je pense qu'il n'y a pas d'ancien prêtre encore chez Cadre Emploi à avoir par la suite. En tout cas, peut-être, mais je ne connais pas. En tout cas, merci beaucoup Julien pour tous ces chiffres, ces merci données, beaucoup, ces slides. Merci énormément à vous d'être sur ce plateau aujourd'hui, vous apporter votre bonne humeur et tous ces conseils sur le marché de l'emploi. Vous reviendrez nous voir. Quand vous voulez. Il reviendra nous voir. Moi, je sais qu'il y a un webinaire de prévu. Attention, teasing. Il reviendra peut-être nous parler de tout ce qui est... On fera un focus sur PME et ETI, entre autres. Je vous dis rien de plus. Je suis ravie d'avoir été avec vous. Merci et à très bientôt.